Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette émission. C'est un plaisir de vous savoir toujours très nombreux devant vos postes téléviseurs en train de regarder cette émission. L'actualité ou les questions d'actualité sont marquées par la tenue des élections des gouverneurs et sénateurs. À Kinshasa, l'Union sacrée a dévoilé son ticket. Il s'agit de M. Daniel Bumba de l'UDPS qui aura comme colistier Eddy Iyeli du MLC. Il sera donc le vice-gouverneur. Les deux forment donc les tickets de l'Union sacrée. On va aborder aussi la sortie du gouvernement. L'informateur, son rapport final n'est pas toujours déposé au niveau de la présidence de la République. Il faudra patienter encore, mais sur ce plateau, nous allons pouvoir analyser le profil des prochains animateurs de ces gouvernements. Et puis, si le temps nous le permet, on va revenir sur les propos d'Augustin Kabouya, taxé par certains de faire la promotion du séparatisme, et pour d'autres, Augustin Kabouya est dans la ligne droite pour défendre son parti. Sur ce plateau, nous avons le réel plaisir de rester un long moment d'absence. Le président du parti politique, Lévon Noué Bâtisson, il s'agit donc de M. Alain Bolodjoa Ibola. Bienvenue. Merci à vous, en tout cas, merci beaucoup. Très bien habillé. Êtes-vous attiré par le pouvoir? Oui, comme tout humain, mais pas à n'importe quel prix. Très bien. Vous êtes économiste de formation, c'est d'ailleurs votre domaine de prédilection. Une question qui revient sur toutes les bouches. La dépréciation de la monnaie nationale. Nous sommes aujourd'hui à 2700 contre $1. Comment vous expliquez cela? Le président nous a dit que les Congolais ne faisaient pas confiance à leur monnaie nationale. Avant lui, Kabouya nous avait dit que la guerre à l'Est, mais aussi la pandémie Covid-19 était à la base de cette question. Le président est allé encore plus loin jusqu'à dire que cette question doit être traitée par le Premier ministre. Est-ce que à ce jour, vous pensez que la question de la dépréciation de la monnaie, c'est une question qui doit être ou qui doit trouver sa solution au niveau politique? Vous pensez que c'est vous, économiste, qui devrez vous réunir autour d'une table de questions, de passer en revue cette situation? Bon, fort malheureusement, vous n'avez cité que des incultes. Des gens qui n'ont pas... Vous n'avez cité que des incultes. Non, des gens qui n'ont pas... Vous avez cité que des incultes. Des gens qui n'ont pas assez d'éléments d'appréciation de la valeur d'une monnaie. Ce qui fait que ça pose effectivement problème. Vous savez, cher ami, la monnaie en tant qu'actif voit sa valeur dépendre de l'appréciation ou sinon du marché. Ce qui fait que ça apparaît déjà au départ comme un fait conjoncturel. Tous les États connaissent des fluctuations. Mais il suffit seulement de mettre en place de politiques cohérentes et vous arriverez effectivement à stabiliser la monnaie. Et comment on n'arrive pas à le faire? La finalité n'est pas la stabilité de la monnaie ou la stabilisation de la monnaie. La finalité, c'est la préservation du pouvoir libératoire de la monnaie. Nous avons plusieurs problèmes qui se juxtaposent. Non seulement qu'il y a fluctuation de la monnaie, mais il y a aussi un autre déséquilibre, l'inflation. Alors, la grande difficulté, lorsque les gens abordent la question de la fluctuation de la monnaie, ils semblent par moments confondre les deux, ou sinon négliger l'inflation qui a effectivement une incidence sur les conditions de vie des ménages. Nous faisons les calculs du budget ou de la rémunération ou sinon des salaires des gens en francs congolais. C'est notre unité de compte. Et cela s'est fait au mois de septembre. C'est-à-dire que le principe est qu'on fixe les salaires pour une année. Si il y a fluctuation de monnaie, ça a une incidence sur le prix parce que ce que nous consommons est acheté en devises. Et si nous n'arrivons pas à stabiliser, c'est lui qui avait vu son salaire être fixé au mois de septembre, risque de ne plus avoir le pouvoir libératoire. C'est une grande préoccupation. C'est-à-dire que l'État doit s'y pencher. Si l'État ne prend pas en compte cette réalité, ça crée un déséquilibre sociétal.
parce que les gens vont perdre le pouvoir libératoire, il y aura grogne sociale. Vous comprenez? Et cela a une implication sur la sécurité et la stabilité sociale. C'est-à-dire que ce n'est pas une question que l'on doit aborder avec autant de légèreté. Pour M. Félix, c'est parce que la population n'a pas confiance. Mais il doit savoir que la population n'a pas pour finalité avoir l'argent. Les encaisses dont dispose la population, c'est pour lui permettre d'effectuer des dépenses, c'est-à-dire de consommer, ou d'anticiper sur son comportement en termes de consommation. Alors, si déjà, vous-même, qui avez tous les instruments possibles, n'arrivez-vous pas à imprimer dans le chef de la population le désir aux encaisses en francs congolais, ne donnez pas la responsabilité à la population. Parce que la population, en tant qu'agent économique, cherche à profiter de la situation. Vous laissez, vous posez des actes qui vont dans le sens contraire de la valorisation de votre monnaie, et vous voulez rendre responsable les victimes de vos politiques contradictoires. Prenons l'exemple. Allez vérifier l'essentiel de billets ont été imprimés après 2020. Après 2020, c'était la dame qui est aujourd'hui gouverneure de la Banque centrale. Ils ont émis de nouveaux billets. Voyez-vous? Lorsque vous recourez au seignage, vous imprimez de nouveaux billets et que vous ne tenez pas compte de l'équilibre entre l'offre et la demande, vous faites perdre à votre monnaie sa valeur. Lorsque vous prenez la monnaie en devise et que vous procédez par la thésaurisation, ou sinon vous prenez l'argent en devise, vous amenez ça dans des banques étrangères, vous créez aussi un déséquilibre. Ce sont ces déséquilibres-là qui justifient la fluctuation de la monnaie. Et donc, ils doivent se ressaisir et éviter de parler de grandes choses avec autant de légèreté. La solution, parce que c'est la population. La solution, c'est d'avoir un président sérieux. La solution, c'est d'avoir un gouvernement sérieux. Et puis, ils vont prendre des décisions. Si vous faites, vous prenez les politiques économiques conjoncturelles, vous avez les politiques telles que le politique d'échange, en termes de fixation de taux et ainsi de suite. Vous avez la politique des revenus, ça joue aussi dans une certaine mesure sur la monnaie. Vous avez le politique monétaire, ça c'est au niveau de la Banque centrale. Si vous n'arrivez pas à réguler ces trois éléments, ça pose problème. La politique budgétaire. Notre plus grand problème, nous sommes gérés par un réseau mafieux. Des gens qui veulent profiter de leurs fonctions pour gagner au détriment de la population. Il suffit seulement des gens qui travaillent pourtant. Oui, mais ils travaillent effectivement. Pour maximiser les recettes. Oui, ils maximisent les recettes pour leurs intérêts. Qui en bénéficient? Lorsque vous prenez l'argent, vous achetez des maisons à l'étranger. Lorsque vous donnez le marché à des étrangers qui vont aller loger les devises en dehors du réseau et du système financier congolais, ça a de l'implication, ça a une incidence sur la monnaie. Lorsque vous augmentez la masse monétaire en fonds congolais en circulation, parce que tout ce qui est accessible, tout ce qui est abondant a moins de valeur. C'est la raréfaction de francs congolais qui créera la valeur. Alors, vous ne voulez pas appliquer de normes qui sont édictées, de lois qui sont immuables. Vous voulez justement faire du sensationnel, faire des déclarations tapageuses, et au finish, on sent qu'effectivement, il y a cassure entre le désir de la population et tout ce qui va. Ma plus grande douleur, c'est par rapport au pouvoir d'achat de la population qui émarge dans le budget. Parce que pour le reste des Congolais, apparemment, il y a un mécanisme d'adaptation. Ils peuvent s'adapter à la conjoncture. Mais ceux qui sont dépendants du budget national, quelqu'un à qui on devait donner 2500 francs, il calculait 2500 francs, équivalent pratiquement à $1. Aujourd'hui, c'est à 2750. C'est-à-dire que sans pour autant dépenser, il perd l'argent. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a de grandes sociales. Il y a des gens qui ont des difficultés. Il doit être payé en francs congolais
il doit convertir le franc en dollars pour payer le loyer. C'est-à-dire que celui qui avait 100 dollars équivalent en francs congolais, aujourd'hui, il a 80 dollars ou 85 dollars équivalent et c'est là que pose problème pour l'essentiel des ménages. Alors, comme nous avons des gens qui sont des vampires, des charognards, ils en profitent et eux font de ça une manière, un moyen pour eux de s'enrichir au détriment de la population. Est-ce que le problème est-il lié aux animateurs de ces différentes institutions, ou vous pensez que le problème est lié à notre système financier? Parce que s'il faut parler d'individus, on a placé pratiquement à chaque poste de responsabilité des gens qui ont, d'après une certaine opinion, le profil et qui répondent aux critères pour briguer ces différents postes, notamment Vital Kamerhe qui est à l'économie. La dame qui est à la Banque centrale est présentée comme une dame qui maîtrise la politique monétaire. Bon. On y est aux finances, il y a un Nicolas Kazadi qui est présenté aussi comme quelqu'un qui a de l'expertise. Vous avez un Premier ministre, Sama Lukonde, qui est aussi vanté d'avoir amélioré les budgets de l'État. Alors le problème se trouve à quel niveau exactement? Au fait, le problème, non seulement en termes de choix des animateurs, mais il y a aussi un problème d'incohérence dans le politique public. Prenons l'exemple de M. Peter Kazadi. Il maximise les recettes d'après ce qu'on nous présente. Apparemment, il est le seul à en profiter. Parce que plus il y a l'argent, oui, Nicolas Kazadi, si il arrive à mobiliser plus de moyens, on sous-entend que l'État est devenu plus riche qu'avant. Comment ça se fait qu'il soit, lui et sa bande, soient les seuls riches du pays? Ce monsieur s'est permis de décaisser l'argent pour construire un bâtiment. Voyez-vous, le fameux centre financier. Sans pour autant vous dire l'incidence ou l'impact de ces bâtiments dans l'économie nationale. Il a fait sortir l'argent. Certainement, ça doit être en devise. Et les gens qui ont mis en œuvre ces fameux projets sont des étrangers. Ils ont eu certainement à tirer des dividendes de leur réalisation. Fort malheureusement, l'essentiel de ceux qui vont consommer sera fait en dehors de notre pays. C'est-à-dire qu'il prend l'argent, il fait sortir l'argent en dehors du circuit financier et cela permet plutôt aux autres d'en bénéficier. Voyez-vous? S'il avait consommé en interne, si c'était le Congolais qui aurait gagné le marché, toutes choses restant égales par ailleurs, on allait sentir que ça allait entrer dans le circuit financier classique. Mais avec lui, ce n'est pas le cas. Il a choisi les étrangers, on ne sait même pas pourquoi. Et aujourd'hui, on se rend compte que cet argent, cette enveloppe est sortie et l'essentiel de ce qui a été acheté en dehors du pays. Cela sous-entend quoi? Cela sous-entend que la masse monétaire en devise a été réduite. Or, lorsque la masse monétaire en devise est réduite et que la demande ne change pas, ça a de l'implication sur la valeur. Parce que ça crée la raréfaction des devises. L'essentiel d'entre eux ne veulent pas investir ici au pays, ils investissent ailleurs, ils achètent de maisons en dehors et ça s'achète en devises. C'est-à-dire que ça réduit la masse monétaire en devises. Ce qui est aberrant, ils augmentent la masse monétaire en francs congolais. Parce que nous devons chercher le point d'équilibre entre l'offre et la demande, et en francs congolais et en devises. Mais en même temps, les gens qui sont censés appliquer ces politiques, ils augmentent la masse monétaire en francs congolais et ils diminuent la masse monétaire en devises. C'est-à-dire que ça crée deux points d'équilibre, de déséquilibre, et cela a des ramifications au niveau des autres politiques. Très bien. Vous avez cité le ministre en charge des finances. Non, de l'économie. Vital Kamerhe. Vital Kamerhe. Vital Kamerhe est plus dans la politique de prix. Voyez-vous? Ça n'a pas trop d'impact sur la monnaie. Et on parle aussi actuellement de la flambée des prix. Non, mais effectivement, la flambée des prix ne liant pas directement à la monnaie. C'est vrai qu'on utilise l'argent pour échanger, mais c'est qu'il n'est pas directement lié à la monnaie. C'est un problème de fixation. Il a une inspection en charge de réguler le prix. La fixation de prix s'est fait consensuellement avec les importateurs, mais l'application pose problème. Exactement. Voyez-vous? Alors, il a une inspection qui est censée faire le suivi.
Fort malheureusement, ils en font une question politique, et ça n'a pas d'effet. Quel est l'état des lieux aujourd'hui de l'inspection de l'économie? Ça pose problème. Et cela crée des opportunités pour les spéculateurs. Donc nous sommes en face des gens qui ont des difficultés. Et puis troisièmement, le non-respect de la chaîne des dépenses, avec comme implication le décaissement non contrôlé au niveau de la Banque centrale. La dame qui est là, elle décaisse par moment l'argent au-delà de ce qui est prévu. Vous comprenez? Ça joue aussi sur la masse monétaire. Je vous prends juste un exemple. Le fameux jeu de la francophonie. Le montant prévu était dans les 60 et quelques millions. Ils ont eu à décaisser plus de 300 millions. Sur base de quoi? Sur base de quoi sont-ils arrivés à décaisser plus de 5 fois le montant prévu au départ? Donc, vous comprenez que on gère l'État comme si on gérait de pharmacie. Et en oubliant qu'il y a, c'est un domaine très sensible qui peut jouer sur la vie des gens. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi a à perdre s'il y a flambé des prix? Parce que ce soit lui, que ce soit tout son village, ils sont pris en charge par l'État. Mais nous qui nous battons pour avoir le peu d'argent afin de nourrir nos familles, nous sentons le poids de leur politique incohérente. Très bien, on va parler de la formation du gouvernement. L'informateur Augustin Kabouya a continué encore de rédiger son rapport. J'ai suivi son porte-parole hier sur Top Congo, Eliezer Ntamboué, qui dit... Il a un porte-parole. Oui, c'est Eliezer qui est son porte-parole. L'informateur procède déjà au dernier réglage avant de déposer son rapport final. Mais à ce jour, il y a quand même des noms qui sont cités comme primaturables, passez-moi l'expression. On cite lui-même Augustin Kabouya. Ah bon? On cite Vital Kamere, on cite Jules Linguete, Jean-Pierre Liaou, Bahati Lukwebo. D'après Alain Bolodjoa, sur base de quoi le président doit fixer les critères pour nommer un premier ministre? Bon, je commence d'abord par le profil d'un bon président. Parce qu'apparemment... On a déjà un président. Non, mais il ne répond pas au profil, fort malheureusement. Ah bon? Si on avait un... Si on avait bénéficié de la confiance des... qui lui ont donné 73%. Oui, c'est-à-dire qu'il y a 73%, 73% de la population qui attend à ce qu'il soit sérieux et qu'il fasse bien son travail. Il n'est pas sérieux? Ne fait-il pas bien son travail? Qu'il soit sérieux et qu'il fasse bien son travail. Okay. Vous comprenez? C'est un poids, c'est une responsabilité. Bien que je sais que les 73%, c'est comme ce qu'on nous donne lors des examens d'État. On vous colle 73% justement parce que la personne qui était censée corriger était trop pressée et puis on vous colle 73%. Pour être un bon président, il faut d'abord avoir une moralité saine. Vous comprenez? Quelqu'un dont la conscience est tranquille. Il faut être intelligent. Avoir un background, avoir une expérience, avoir la capacité d'analyser de grandes questions. Quand j'insiste sur la moralité, un président non élu est déjà un obstacle pour l'État. Si vous ne remplissez pas ces critères, vous ne pouvez pas avoir un bon Premier ministre. Parce que le fait seulement que vous avez des gens qui ont une connaissance à peu priste de l'État, il risque de se choisir de mauvaises personnes parce que déjà au départ, lui-même accuse beaucoup de faiblesses. Celui qui n'a pas la probité morale nécessaire risque de choisir des gens sur base de sentiments, voyez-vous, pas dans le sens de choisir des gens par rapport à un critère objectif. Ça pose problème. Alors, prenons le cas de M. Félix Tshisekedi. M. Félix Tshisekedi, déjà au départ, n'a pas besoin d'avoir un bon Premier ministre. Pourquoi? Parce que justement, il ne veut pas avoir quelqu'un qui lui ferait ombrage. C'est ça la logique de M. Félix Tshisekedi. Ce qui a fait qu'il a fait partie, M. Ilunga Kamba, justement parce qu'il voulait avoir qui devrait l'obéir de manière aveugle. Est-ce que Ilunga Kamba faisait ombrage au président de la République? C'est ce que M. Félix Tshisekedi a dit parce que Ilunga Kamba lui faisait toujours rappeler les dispositions de la Constitution et ce qu'il ne veut pas. M. Félix Tshisekedi veut avoir quelqu'un qui soit présenté comme Premier ministre, mais dans l'effectivité du pouvoir, que le pouvoir soit détenu par le cartel Tshisekedi.
C'est ça la philosophie de M. Félix Tshisekedi. Il n'est pas dans la logique de la Constitution, il est dans la logique Tilé-Gelou de l'UDPS. C'est-à-dire qu'il veut avoir quelqu'un qui est présenté partout comme Premier ministre, qui soit responsable de la gestion de l'État au niveau du Parlement, mais dans l'effectivité du pouvoir, que le pouvoir soit détenu par les amis et connaissances. Alors, si vous regardez le nom que vous citez, la personne qui répond totalement au profil, c'est Kabouya. C'est-à-dire que si M. Félix Tshisekedi a Kabouya, il sera à l'aise. Parce que Kabouya n'aura jamais des ambitions au-delà de ce qu'on lui confère par M. Félix Tshisekedi. Il n'aura même pas le temps d'innover, de réfléchir. Non, il exécute. Parce que c'est un exécutant. Déjà au départ, c'est un exécutant. Vous prenez Kamere. Kamere, c'est un jongleur. Pour Félix Tshisekedi, il ne peut pas prendre le risque de faire de Kamere Premier ministre. Parce que s'il fait de Kamere Premier ministre, il risque de ne pas le contrôler. Parce que déjà Kamere est en conflit avec l'essentiel des membres de son cabinet. Et donc, vous comprenez que Kamere, connaissant Félix Tshisekedi, ne va pas aussi accepter de porter la responsabilité de la gestion sans nécessairement l'exercer. Si vous prenez Bahati, Bahati c'est aussi un jongleur. Il connaît l'administration, fort malheureusement. Il sait comment déjouer tout le blocage pouvant être créé par le réseau Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, le sachant, ne peut pas le prendre. Donc, vous comprenez que nous parlons du désir de M. Félix Tshisekedi. Mais si nous allons maintenant dans la Constitution, vous allez vous rendre compte qu'un Premier ministre doit être un homme pétri de valeurs. Un Premier ministre est la plaque tournante de toutes les institutions de l'État. Parce que le gouvernement, le gouvernement apparaît aujourd'hui dans la considération de notre Constitution, le gouvernement est comme le cœur pour le corps humain. C'est grâce au gouvernement que le sang arrive à circuler. Le fait seulement de pomper, ça fait circuler le sang et tous les éléments essentiels pour que le corps puisse fonctionner normalement. S'il y a blocage ou arrêt du cœur, naturellement, les autres cellules n'auront pas le moyen. C'est le gouvernement qui centralise tout. C'est le gouvernement qui a toutes les informations. C'est le gouvernement qui a tous les moyens. Parce que nous avons l'unicité de compte, tout est versé au niveau du compte du Trésor. Et la seule personne qui a la clé, c'est le gouvernement. Et le gouvernement est une institution distincte du président de la République. Le fait seulement que Félix Tshisekedi veut juxtaposer les fonctions, c'est-à-dire qu'il veut faire une sorte de cumul. Pourquoi continuez-vous de prêter au président des intentions? Non, mais c'est comme ça qu'il fonctionne. Je le connais. Il n'est pas à sa première mandature, je le connais. Pour M. Félix Tshisekedi, le Premier ministre doit être le prolongement de l'institution président. Alors que nous, dans la Constitution, nous avons voulu distinguer les deux institutions. Nous avons d'ailleurs réduit de manière drastique les compétences du président de la République et donné plus au gouvernement qui est l'émanation du Parlement. Exactement. Alors, vous prenez, M. Kamere a dit ceci. Le choix du président de l'Assemblée nationale et du Premier ministre sont de la compétence exclusive de Félix Tshisekedi. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a déjà un problème. Ce n'est pas le pouvoir discrétionnaire, non. C'est ce qu'on appelle la compétence liée. C'est-à-dire que la désignation du président de la République, c'est fait par la majorité parlementaire, sur base de critères objectifs. Le président de la République nomme le Premier ministre qui est trouvé au sein de la majorité, mais le président de la République n'a pas le pouvoir sur le Premier ministre. Il n'a pas le pouvoir de les déchoir, il n'a pas le pouvoir de les suspendre. Parce que le débat qu'il y a eu dans la conception de la Constitution, c'était justement, on avait comme base de raisonnement, c'est que c'était passé en 1960. On a voulu assez que le président n'ait pas le pouvoir de faire partie un Premier ministre. On a créé un seul moyen pour que le Premier ministre quitte le pouvoir, la démission. Voyez-vous, même le Parlement, si le Premier ministre est attaqué par le Parlement par motion de censure, il doit démissionner. En démissionnant, le gouvernement est réputé démissionnaire. C'est-à-dire que le Premier ministre est protégé parce qu'il a double autorité.
Sur le plan hiérarchique, c'est le président de la République. Mais sur le plan légitimité, il tire sa légitimité du Parlement. Voilà pourquoi il doit être investi avant d'entrer en fonction. Donc on a voulu assez que cela échappe au contrôle du président. Alors, vous considérez ça comme pouvoir discrétionnaire. C'est-à-dire qu'il peut prendre des choses même contre la loi. Non. Mais il avait donné un avis politique relativement à l'organisation de leur famille politique. Non, mais la vie... sacrée. Non, mais la vie politique, là, ne devait pas être pris comme une parole d'évangile. Et quand vous donnez votre avis politique sur des fonctions d'État, attention, il faut faire référence à la Constitution. Vous ne pouvez pas commencer à émettre vos points de vue qui sont à l'encontre de la volonté. Parce que déjà au départ, on considère Félix comme un dieu. Et vous pensez que c'est normal dans une république qu'on considère un président de la République comme un dieu, lui qui a le pouvoir de faire ce qu'il veut? Non. Il a un pouvoir limité. Les gens ne le savent pas. Le Premier ministre, c'est celui-là qui déclare l'indisponibilité du président de la République pour le faire partir à partir du Parlement. Voyez-vous, c'est-à-dire qu'il a quand même un pouvoir assez large. Et au regard des dispositions pertinentes de l'article 93 de la Constitution, c'est lui qui coordonne toutes les politiques publiques. C'est lui qui coordonne. Le président de la République, oui, il conçoit les politiques publiques en collaboration avec le gouvernement. Mais le problème, c'est qu'il coordonne tout. Voilà pourquoi le président s'était plaint une fois en disant qu'il y avait un problème de coordination et de supervision au niveau du gouvernement. Non, mais justement, parce qu'il vivait dans l'hypocrisie. Comment ça, c'est lui qui était à la base de ce qu'il y avait. Lorsque Ilunga Kamba refusait certaines ordonnances prises par M. Félix Tshisekedi en violation de la Constitution, on l'a taxé de tout et de rien. Comment peut-on envoyer en mission un Premier ministre ici au pays et contresigner l'acte de nomination avec un vice-premier ministre? C'était une manière de l'humilier aussi. Vous nommez le mandataire public sans que la question n'en soit débattue en Conseil des ministres, alors qu'il y a un Premier ministre. Le contre-saint n'est pas un acte administratif, éminemment politique. Très bien. Parce que tout acte signé, contresigné par le Premier ministre, le rend responsable vis-à-vis du Parlement. Donc ne considérez pas le Premier ministre comme l'assistant. Dans l'esprit de la Constitution, le Premier ministre peut aussi être en antagonisme avec le président de la République. Il peut refuser l'approche du président de la République. Voilà pourquoi nous avons créé un cadre d'harmonisation entre l'institution président de la République et l'institution gouvernement. C'est que nous appelons l'institution Conseil des ministres, qui n'est pas à confondre avec le Conseil du gouvernement. Voyez-vous? C'est-à-dire que c'est un cadre d'harmonisation parce qu'il peut y avoir de conflits d'intérêts. Fort malheureusement, M. Félix Tshisekedi gère le pays comme un gourou. C'est-à-dire que c'est un chef religieux qui décide sur les autres. Alors, les gens attendent à ce que lui fasse le choix. S'il choisit Kabouya, la société ne va pas accepter parce que Kabouya ne répond pas au profil. Au-delà de tout, ils sont de la même tribu. Voyez-vous? Il faut tenir compte de la géopolitique. S'il choisit Kamere, Kamere n'a pas une bonne presse. S'il choisit Bahati, il y aura aussi un problème. Alors il doit choisir qui finalement? Non, il doit partir. Que ça soit lui. Que ça soit lui et toute sa bande doivent partir. Jean-Pierre Liaou. Le problème, Jean-Pierre Liaou est le ministre de la fonction publique le plus piètre. Ah bon? Mais il joue maintenant sur le média. Non mais comment ça? Cher ami, je m'intéresse à l'administration publique. Il est présenté comme c'est le ministre de la fonction publique qui a réussi à mécaniser le plus grand nombre de fonctionnaires. Non, mais à mécaniser dans le respect de la norme. Dans le respect de la norme. Le président salue même son travail. Qu'est-ce qu'il en sait? Il a émis même les vœux de le voir. Qu'est-ce qu'il en sait? Rester au gouvernement. Non, mais pensez-vous que M. Félix Tshisekedi a la maîtrise de l'administration? Qu'est-ce qu'il en sait? Mais c'est Liaou a annulé ses arrêts. Vous parlez d'un président de la République. Oui, mais il peut être ignorant aussi. Je ne parle pas d'un Dieu. 5 ans au pouvoir, vous pensez que le président n'a pas toujours... Non, mais c'est à peine qu'il vient de connaître son salaire, cher ami. Il peut être ignorant, c'est un humain. Et surtout qu'il n'a jamais été initié dans ces histoires-là. Ce qui est vrai, il y a des actes dans ces pays qui ont énervé la Constitution et le loi. Je vous donne juste un cas. Dans l'administration publique, on peut connaître le commissionnement, c'est possible, mais on ne peut pas connaître l'enjambement. Ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable.
lorsque vous avez un chef de bureau, le chef de bureau peut être commissionné chef de division. C'est possible, parce que c'est une fonction directement supérieure. Le commissionnement, ça veut dire que vous le mettez là provisoirement. Pour qu'il soit directeur, il doit être confirmé par ordonnance. Mais je vous dis, il y a des chefs de bureau qui ont été confirmés comme directeurs. J'ai des éléments. Ce que je vous dis, j'ai des éléments. Ça veut dire qu'un chef de bureau qui est commissionné chef de division, un chef de division commissionné directeur, confirmé par ordonnance. Nous avons des éléments. Il y a un secrétaire général, quelqu'un qui a été confirmé. La personne là est décédée 2 ans avant. Ça veut dire que pour traiter les dossiers d'un secrétaire général, ça vous demande quoi? Vous confirmez la fonction de secrétaire général à quelqu'un à titre possible. Ça veut dire que quelqu'un qui est déjà décédé il y a 2 ans. Ce qui est grave, j'ai vu dans les nominations de M. Félix Tshisekedi, de hauts fonctionnaires de l'État nommés sans numéro matricule. Peut-être que pour vous, ce n'est pas grave, mais dans l'administration, c'est très grave. C'est très grave. Et tout ça, c'est à mettre dans l'actif de Jean-Pierre Liaou. Non, mais c'est lui qui a facilité la création de ces ordonnances. C'est lui qui a induit M. Félix Tshisekedi en erreur. Il y a autant d'actes. Combien de gens qui attendent la régularisation? Mais il prend d'autres personnes, il les place là. Mais comment le président du haut de ses fonctions a salué le travail? Qu'est-ce qu'il en sait, cher ami? Jean-Pierre. Attendez. Je ne sais pas parler l'anglais. Si quelqu'un ici essaye de parler l'anglais, je risque de croire qu'il parle bien. Pour savoir que la personne qui est en face de vous parle bien l'anglais, vous devez en savoir quelque chose. Un ignorant en anglais ne saura pas si vous parlez très bien l'anglais. C'est comme quand les gens parlent l'anglais, ils nous intimident. Personnellement, moi, je n'ai aucune idée. Très bien. Mais ceux qui connaissent parler l'anglais savent que l'anglais qu'ils parlent n'est pas correct. Il faut connaître. Vous pensez que Félix Tshisekedi a des notions sur l'administration? Donc, Liaou n'a pas le profil pour être Premier ministre. Mais je vous dis, c'est le plus piètre de ministre de la fonction publique. Je l'ai dit ici à la télé. Ceux qui s'y connaissent vont préférer Ishombicho, qui a commencé la réforme de l'administration publique, ou dans une certaine mesure, vous prenez le vieux, comment il s'appelle encore? J'ai oublié son nom, celui qui était là avant. Bon, ça viendra. C'est-à-dire que là, ils ont commencé les réformes de l'administration publique. Fort malheureusement, celui qui vient, il séduit. Vous savez l'avantage de ceux qui font la politique politicienne. C'est-à-dire qu'il est ignorant, il ne fait pas bien son travail, mais il a la capacité d'acheter les âmes de tous les communicants robots. C'est-à-dire qu'il peut donner l'argent à des gens qui passent à la télé pour l'encenser. Ça fait que dans l'opinion, on l'applaudit, mais sur le terrain, il y a un problème. Aujourd'hui, il y a désarticulation de l'administration publique. Si vous touchez à l'administration publique, il y a l'effondrement de la société. Parce que l'administration publique, la fonction publique, c'est la colonne vertébrale de l'État. Très bien. Pouvez-vous me rassurer aujourd'hui que la fonction publique fonctionne normalement? Pouvez-vous prendre le risque de le dire? Non. Alors, c'est un piètre, quelqu'un qui n'a pas assez de notions. Je pense qu'il est bon au cabinet. Il ne peut pas être Premier ministre. Et surtout qu'il est trop potin. À vous entendre. Ah bon? Ah oui, il est trop potin. Je ne pense pas qu'il y aura bonne cohabitation avec les autres ministres. À vous entendre parler, c'est comme si dans l'Union sacrée, il n'y a personne qui répond aux critères pour être Premier ministre. Non, mais déjà, il y a un problème de choix du président de la République. Vous pensez qui peut être Premier ministre d'après vous dans ce fameux gouvernement? Sauf peut-être si débauché. Oh, il va débaucher. Non, mais il va prendre. Il a déjà avec lui tous les anciens kabylistes. Non, mais voilà, il n'a pris que comme Liaou, en fait. Vous pensez qu'il peut être... Liaou, on apprend qu'il a commencé dans l'UDPS. Non, il n'a pas commencé dans l'UDPS. Il a commencé la politique avec Aubin Minako. Ah bon? Il n'a pas commencé la politique avant. Son père fut membre de l'UDPS. Et d'ailleurs, ce n'est pas un critère objectif pour être Premier ministre. Jules Aligneté, il est cité aussi comme primaturable. D'ailleurs, lui au moins, bien que je n'ai pas trop confiance en lui, mais lui au moins, il a un aspect technique. Au moins.
Lui, au moins, je peux prendre le risque oui, au moins. Mais formellement, il n'est pas de l'union sacrée. C'est un administratif. Vous comprenez? Ça veut dire que l'union sacrée, pendant tous ces temps, n'a pas un personnel de qualité. N'a pas un personnel de qualité. C'est surprenant quand même. L'UDPS, 37 ans de lutte, incapable de présenter ne fût-ce qu'un ministre en charge de l'Intérieur. Incapable de présenter un candidat valable en tant que Premier ministre. Les trois qui ont occupé ces ministères, il y aura le premier mandat de Félix Tshisekedi, n'avait pas de niveau. Non mais attendez, vous n'avez-vous pas suivi ce que M. Félix Tshisekedi a dit de son ministre en charge de l'Intérieur, qui a réchauffé le 1-23 ici maladroitement? L'UDPS n'a jamais présenté un bon ministre. Je peux vous défier. Citez-moi un seul ministre de l'UDPS qui a brillé par sa compétence. Tony Mwaba, qui est présenté aujourd'hui comme le gardien de la gratuité. Non, mais les gardiens de la gratuité de quelle qualité? Les gardiens de la gratuité sous les arbres. La qualité, c'était notre débat. Non, mais la gratuité de l'enseignement, la finalité de l'enseignement, c'est quoi? Hein? La finalité de l'enseignement, c'est quoi? La finalité de l'enseignement, c'est donner à la société des gens de qualité. Merci beaucoup. Parce que le problème, c'est que moi, je connais la gratuité de l'enseignement. Parce que j'ai mené des études sur ça. Je connais le système d'enseignement congolais. Parce que je suis fruit de l'université, d'une université pédagogique nationale. J'ai mené des recherches sur la situation de l'enseignement et je crois que vous avez vu mes vidéos. Je fais le tour du Congo, je connais la situation de l'enseignant, je connais la situation des écoles, la situation des élèves. Attention, ça c'est un crime contre la pédagogie. Ça c'est un crime. Vous savez, si nous étions dans un pays sérieux, un monsieur comme ça devait être arrêté. Il est pire que tous ceux que nous avons connus comme ministres. Trop hautain, trop orgueilleux, mais ignorant la finalité du processus d'enseignement-apprentissage. Allez voir. Pas ici à Kinshasa. Il a fait pire que... Comment ça non, mais il est 10 fois moins que Bakonga. On va chuter en parlant de l'élection des gouverneurs à Kinshasa. L'Union sacrée a dévoilé son ticket. Il s'agit de Daniel Bumba de l'UDPS et Eddie Iyeli du MLC. Ils sont attendus au tournant dans une ville de Kinshasa où pratiquement tout est prioritaire. Vous pensez qu'ils ont le profil pour relever les défis? Bon, je ne le connais pas. Mais je suis tout de même surpris de voir l'UDPS présenter le ticket de l'Union sacrée. Parce qu'en réalité, la responsabilité doit incomber à l'Union sacrée et non à l'UDPS. Le deuxième candidat n'est pas candidat de l'UDPS. Mais l'UDPS se permet tout de même de présenter le ticket de l'Union sacrée. Ce qui sous-entend que l'Union sacrée en réalité n'existe pas. Parce que s'ils avaient un cadre d'harmonisation, un cadre de décision, c'est l'Union sacrée qui devait porter la responsabilité de présenter. L'UDPS l'a fait en tant que qui? Parce que le coulissier du candidat gouverneur n'est pas de l'UDPS. Et puis deuxièmement, pourquoi voulons-nous avoir de gouverneur? Est-ce que les personnes telles que présentées répondent-elles aux critères objectifs pour être candidat gouverneur? Quelles sont les missions de gouverneur? C'est sur base de quel système de valeurs allons-nous avoir le gouverneur? Déjà au départ, les députés n'ont pas été élus. L'essentiel d'entre eux ont corrompu pour être là. D'autres ont été cooptés. C'est-à-dire que la base, c'est l'immoralité. Alors, des gens immoraux vont faire semblant de se choisir le gouverneur. Nous apprenons déjà qu'ils exigent l'argent. C'est-à-dire que les voix sont vendues. Les voix sont vendues. Mais la personne à qui vous vendez la voix n'est pas la Sainte Thérèse. Elle aura aussi besoin de récupérer l'argent dégagé. Au finish, il y aura détournement. Alors, le fait seulement que le contrôleur exige d'être corrompu pour confier la mission de gérer l'argent de l'État à quelqu'un, cela sous-entend que la personne qui va accéder à la fonction va chercher à détourner l'argent de l'État et il sera protégé par le même corrompu d'aujourd'hui. La CENI et l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption ont promis de mettre toutes les batteries en marche pour contrer la corruption. Non, mais la CENI elle-même est corrompue, cher ami. La CENI elle-même est corrompue parce qu'il y a des gens qui n'ont pas été élus, mais qui ont été proclamés.
La CENI est au service de M. Félix Tshisekedi. La CENI va exécuter la volonté de M. Félix Tshisekedi. Alors, vous fondez votre foi sur base de quoi? Regardez un peu les gens qu'on nous présente. Répondent-ils réellement au profil de la ville? Ont-ils une idée sur les missions dévolues au gouvernement? Mission dévolue au gouvernement provincial. Une fonction. Ils ont assumé quelle fonction et où, s'il vous plaît? Ils ont eu à gérer où? Bon, je connais Diel qui a été député provincial à 2 reprises, je pense. Oui, un député provincial, dans quel contexte? Les députés provinciaux qui ont été corrompus pour élire les sénateurs? Est-ce que vous savez que M. Félix Tshisekedi a suspendre l'installation du Sénat à cause de ces députés-là? Les députés qui ont accompagné Ngobila pendant 5 ans dans la corruption, dans la mafia? Quelle est sa prestation? En dehors du fait d'avoir assumé cette fonction honorifique. Quelle est la prestation? Papa social. Non, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la fonction, cher ami? N'oublions pas que les gouverneurs sont des gestionnaires au quotidien des entités régionalisées. N'oubliez pas que Kinshasa a un statut particulier. Très bien. En même temps, elle est une province. De l'autre côté, c'est une ville. Les entités qui viennent directement après le gouvernement provincial, ce sont les entités territoriales décentralisées. C'est-à-dire que la gestion est plus complexe que ce que nous avons dans d'autres territoires. Merci beaucoup. Donc moi, je constate que nous nous posons de mauvaises questions aux vrais problèmes. Au stade actuel, on n'a pas un président de qualité, on n'a pas un parlement de qualité, on n'aura pas un Sénat de qualité, on n'aura pas de gouvernement provincial de qualité, on n'aura pas les assemblées provinciales de qualité, on n'a même pas de parti présidentiel de qualité. Merci beaucoup. Je comprends que la seule solution qui nous reste, c'est enclencher l'article 104. Donc il n'y a rien de bon. En tout cas, il n'y a rien de bon. Merci. Rien de bon. Cette émission est terminée. Grand merci à vous. C'est à moi de vous disponibilité. Malgré les soucis que la SNEL a tenté de nous causer. Bon. Ouais, ça fait partie du bilan. Hein. Nous sommes à Gombe, mais il y a eu 2 fois coupure d'électricité. Merci beaucoup. Cette émission est terminée. Un grand merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique. Je vous retrouve très prochainement. Bonne suite des programmes sur nos antennes.